Pour continuer le dialogue à soir on fait peur au monde, allons-nous transformer l'océan en un lac d'acide? Comme chacun le sait peut-être, l'homme met désormais des quantités significatives de CO2 dans l'atmosphère, qui s'inscrivent bien sûr dans un cycle naturel du carbone bien plus vaste, qui comporte notamment des échanges entre l'atmosphère et l'océan. Sur ce schéma, on voit la représentation des stocks de carbone sur Terre susceptibles d'alimenter les échanges à l'échelle du siècle. Ce diagramme ne représente donc pas le carbone contenu dans le calcaire, qui est de très loin le stock le plus important de la planète, et les flux annuels, le tout en milliards de tonnes de carbone, noté GTC. Les flux en noir représentent les échanges naturels, autrement dit, ceux qui étaient les seuls à exister avant le début de l'ère industrielle. Et les valeurs en noir pour les stocks représentent l'état reconstitué de 1750, avant le début des activités industrielles. Le flux en rouge représente l'effet des activités humaines, flux renforcés, diminués ou créés pour la moyenne de la décennie de 1990. Les valeurs en rouge pour les stocks représentent la variation de 1750 à 1994. Ce diagramme signifie par exemple que les sédiments de surface, la fraction des sédiments océaniques qui est en contact avec de l'eau, contiennent 150 milliards de tonnes de carbone, montant inchangé depuis les débuts de l'activité humaine. Que l'océan intermédiaire et profond contenait 37 100 milliards de tonnes de carbone en 1750, montant qui a augmenté de 100 milliards de tonnes de carbone depuis le début des activités industrielles. Enfin, que les écosystèmes terrestres contenaient 2300 milliards de tonnes de carbone en 1750, dans les plantes, les sols et l'humus, montant qui a augmenté de 101 milliards de tonnes de carbone depuis le début des activités industrielles au titre de l'accroissement de la production des plantes. Plus de CO2 et plus chaud, égale croissance plus rapide, mais qui a baissé de 140 milliards de tonnes de carbone sur la même durée à cause de la déforestation et éventuellement du déstockage d'une partie du carbone au sol. Que l'atmosphère contenait 597 milliards de tonnes de carbone en 1750, montant qui a augmenté de 165 milliards de tonnes de carbone depuis le début des activités industrielles, suite aux émissions de CO2. Que l'influence des activités humaines a conduit l'océan de surface à émettre 20 milliards de tonnes de carbone par an en plus de ce qu'il émettait en 1750, fer rouge vers le haut, essentiellement à cause de l'augmentation de sa température de surface. En effet, une eau océanique qui se réchauffe dégaze une partie du CO2 dissous qu'elle contient, mais aussi a absorbé 22,2 milliards de tonnes de carbone par an de plus, ce qu'il absorbait en 1750, en réponse à l'augmentation de la concentration atmosphérique en CO2. Plus de CO2 dans l'air pousse plus fort le CO2 à se dissoudre dans l'eau de l'océan. Que le stock de combustibles fossiles, tout abrégé, pétrole, gaz et charbon, valait environ 3700 milliards de tonnes de carbone en 1750, avant que l'on ne commence à piocher dedans, et que fin 1994, nous avions déstocké, en fait brûlé, donc avec transfert à l'atmosphère, environ 244 milliards de tonnes de carbone. Pour info, entre 1994 et 2005, cette valeur a augmenté de 30%. Note de l'auteur, les émissions de CO2 d'origine fossile, qui sont à 6,5 milliards de tonnes de carbone, environ 24 milliards de tonnes de CO2 par an sur ce diagramme, soit la moyenne de la décennie 90, sont désormais de presque 8 milliards de tonnes de carbone par année. Les échanges de CO2 entre l'atmosphère et l'océan de surface, environ 90 milliards de tonnes de carbone par année, dans le schéma ci-dessus, ne doivent pas grand-chose à la vie marine. En fait, en première approximation, ils ne lui doivent même rien du tout. Si nous supprimions tous les poissons et toutes les baleines, cela aura assurément des inconvénients, mais pas celui de ralentir les échanges de CO2 entre l'atmosphère et l'océan de surface. Ces échanges sont par contre très liés à l'existence d'une circulation océanique globale, qui refroidit les masses d'eau à certains endroits de la planète, par exemple l'eau du Gulf Stream qui remonte vers le pôle Nord, et réchauffe l'eau de surface à d'autres endroits, par exemple l'eau du courant du Labrador qui s'éloigne du pôle Nord. En effet, il se trouve que le CO2 se dissout mieux dans de l'eau froide que dans de l'eau chaude. À la question pourquoi, la meilleure réponse sera parce que c'est comme ça. Et du coup, là où l'eau se refroidit, du CO2 passe de l'air dans l'eau, alors que là où l'eau se réchauffe, du CO2 passe de l'eau dans l'air. Cette caractéristique explique pourquoi, du reste, dans un climat qui se réchauffe, le puits océanique aura tendance à s'affaiblir. L'eau qui se refroidit deviendra néanmoins un peu moins froide qu'avant, ce qui diminuera en moyenne l'absorption de CO2 par l'eau
qui se refroidit, alors que les émissions de CO2 de la partie de l'océan qui se réchauffe et qui se réchauffera encore plus auront tendance à augmenter. En passant, cette étude a été complètement corroborée par une étude canadienne en début d'année 2007. Mais une fois absorbé par l'eau de mer, l'essentiel du CO2 ne va pas rester sous cette forme. Pas plus que le CO2 absorbé par les écosystèmes continentaux ne reste sous cette forme du reste. Une fois dissous dans l'eau, une partie du CO2 réagit avec l'eau pour former des ions hydrogénéocarbones que l'on appelait autrefois des bicarbonates, de formule HCO3, puis des ions carbone de la formule CO3. Plus exactement, les réactions qui s'enchaînent sont les suivantes. C2O plus H2O donne H2CO3 qui donne HCO3 plus H2 qui donne CO3 plus 2H+. En effet, comme toute réaction chimique, celles-ci peuvent se produire dans un sens ou dans l'autre. Cela dépend des conditions initiales, et pour des conditions données, il y a bien sûr un sens qui est privilégié. On doit donc plutôt écrire que du CO2 plus de l'O2O a une relation bilatérale avec du HCO3 qui donne ensuite du HCO3 plus des H2 qui vont donner du CO3 plus 2H2+. Et de bons vieux souvenirs de chimie permettront peut-être à l'auditeur de se rappeler qu'un composé qui produit des ions H+, s'appelle un acide. Ce que dit la réaction ci-dessous, c'est donc que la dissolution du CO2 dans l'eau de mer acidifie cette dernière. C'est du reste à cause de cette propriété que dans les temps anciens, le CO2 s'appelait l'acide carbonique. C'est en effet le terme employé par Arrhenius dans son article prémonitoire sur le changement climatique qui allait découler de sa civilisation industrielle. Ce que ne dit pas l'équilibre chimique ci-dessus par contre, c'est que s'il y a plus de CO2 dans l'air, il va y en avoir plus dans l'eau. Il ne s'agit plus de chimie ici, mais de thermodynamique. Aïe 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 aïe. Voici des noms de plus en plus barbares. Autrement dit, si l'air contient plus de CO2, ce dernier passe en plus grande quantité dans l'eau qui est à son contact et une fois dans cette dernière, il modifie l'acidité en formant des ions H+. De telles modifications d'acidité de l'océan ont donc eu lieu dans le passé au gré des variations naturelles de la concentration atmosphérique en CO2. Voici les variations comparées de pH de l'océan de surface au cours des ères passées. Le code couleur figure sur l'échelle du bas. Les courbes noires verticales donnent la plage d'évolution du pH de l'océan de surface en fonction de la vitesse d'augmentation de la concentration de CO2 dans l'air. Ainsi, une élévation de CO2 de 2000 ppm, donc 2000 parties par million, se produisant en quelques millions d'années donne une diminution de pH limitée à 0,5. Mais la même se produisant en quelques siècles acidifie l'océan de 0,8 unités de pH. La variation de l'océan de surface entre les aires glaciaires et les aires interglaciaires, comme maintenant, le pH a varié de 0,1 en quelques milliers d'années. La variation d'acidité de l'océan de surface au cours des 300 millions d'années, ça c'est la courbe B, avec un pH de plus ou moins 0,5, et la variation de l'océan de surface sur la courbe C au cours du dernier siècle sous l'effet des émissions de CO2 déjà effectuées, avec un pH de plus ou moins 0,1. En D, la variation possible du pH sous l'effet des émissions futures en version haute, avec un gain de 1000 à 2000 ppm de CO2 en quelques siècles. L'océan s'acidifierait de 0,5 unités de pH. Ce serait sans précédent en termes de diminution de pH depuis des millions, voire des dizaines de millions ou des centaines de millions d'années, parce que la vitesse d'augmentation du CO2 dans l'air serait inédite. Une telle évolution en quelque sorte n'est pas impossible si les puits continentaux de CO2 se transforment en source. De tout ce qui précède, on peut donc déduire que le fait d'augmenter la concentration de CO2 dans l'air, et que l'homme est incontestablement en train de le faire, va non seulement avoir pour résultat de changer le climat, mais aussi d'acidifier un peu l'océan. En particulier, même avec des émissions que l'on considère fréquemment comme modérées. Une concentration de CO2 atteignant parfois 550 parties par million en 2100, mais qui de fait ne sont pas tant que cela, l'océan perdra de 0,2 à 0,3 unités de pH en 2100 par rapport à maintenant.